Nous voici de nouveau pour un autre numéro de l'entretien du jour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois santé, et plus précisément de la lutte anti-tabac. Pour en parler avec nous, le directeur exécutif de l'Alliance pour la Convention cadre de lutte anti-tabac, il a nom Francis Thompson. Voilà, avec lui, nous allons parler des enjeux de la COP sur la lutte anti-tabac. La COP en est à sa 8e édition. Voilà de quoi nous allons donc parler au cours de ce numéro. Et tout de suite, alors bonjour Francis. Bonjour. Alors justement, nous sommes là pour parler des enjeux, des impacts des COP sur la lutte anti-tabac. Les COP, ça se passe depuis, je ne sais pas, 16 ans, parce que c'est chaque 2 années. Et on en est à la 8e. À quoi servent les COP? Ben, en gros, écoutez, le tabagisme, c'est un des grands enjeux de la santé au niveau du monde. Alors, c'est normal quand même qu'il y ait une rencontre de temps en temps entre les États pour en parler. En gros, la COP sert à se poser la question où est-ce qu'on est rendu dans la mise en œuvre de ce traité-là, okay, qui est en vigueur quand même depuis 2005. Et qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que ce soit efficace. Alors, pendant très longtemps, on s'est plutôt penché sur l'élaboration de lignes directrices. Donc, c'est des documents d'appoint, si vous voulez. Alors, on regarde un article en particulier de la Convention et on se pose la question comment on fait exactement pour mettre ça en œuvre, quelles sont les meilleures pratiques. On compare un peu les lois dans différents pays, on fait des recommandations. Ça a été fait pendant plusieurs années. Et là, maintenant, on est rendu plus à une autre étape et c'est de poser des questions peut-être un peu plus difficiles, comme pourquoi est-ce qu'il y a toujours un sous-financement chronique dans ce domaine-là, pourquoi il n'y a pas assez d'argent dans la grande majorité des pays pour vraiment s'occuper de ce problème-là. Ouais. Et selon vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'argent justement? Pourquoi est-ce que les États ont cette difficulté financière? Bien, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a un élément évidemment très important, c'est que le tabagisme, ça tue, mais ça tue individuellement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un fumeur là, qui meurt d'une crise cardiaque, il meurt tout seul dans son coin. Hein? Il n'y a pas quelque chose d'écrit sur le front, je suis mort de la cigarette. Donc il y a beaucoup de victimes mais qui sont éparpillées. Alors c'est moins visible. Deuxièmement, il y a quand même un laps de temps entre le moment de commencer à fumer et le moment de tomber malade. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Alors, on a l'impression que c'est un problème dont on pourrait peut-être s'occuper demain et pas aujourd'hui. Et on sait que les gouvernements, souvent, c'est des échéances de 3 ans, 4 ans. Et évidemment, le troisième point, et c'est peut-être le plus important, c'est que, contrairement à ce qui arrive avec d'autres maladies, le vecteur du tabagisme, c'est une industrie qui se défend. Okay? Alors, on s'imagine qu'est-ce qui arriverait, par exemple, avec le palu si les moustiques avaient un lobby. Hein, pour tenter, par exemple, d'empêcher les gens d'acheter des moustiquaires. Okay? On aurait un sérieux problème, mais c'est le cas du tabac. C'est-à-dire que toutes les mesures qu'on sait qui fonctionnent, alors par exemple, augmenter les taxes sur les produits du tabac, par exemple, interdire la publicité, il y a toujours une industrie qui va utiliser son argent pour essayer d'acheter des politiciens et d'influencer les gouvernements. Et c'est ça un peu le grand obstacle. Et d'ailleurs, nous allons en arriver à l'ingérence de l'industrie du tabac dans quelques instants. Mais dites-nous déjà, c'est quoi les impacts de toutes ces COP-là, de façon concrète? Qu'est-ce qui a évolué depuis que les COP ont lieu? Ça a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire que si on regarde la situation au moment où la Convention cadre est entrée en vigueur, par exemple, à ce moment-là, je crois qu'il y avait un seul pays qui, au niveau national, avait interdit de fumer dans les lieux de travail, dans tous les lieux fermiers. Okay? Et maintenant, il y en a des dizaines. Hein? C'est répandu beaucoup. Si on regarde le dossier des avertissements sanitaires, par exemple, les avertissements sanitaires avec image, à l'entrée en vigueur de la CAT, si ma mémoire est bonne, il y avait 2 pays qui avaient des avertissements sanitaires comme ça. Maintenant, c'est monnaie courante dans plein de régions. Donc, il y a des choses comme ça qui se répandent beaucoup. Dans le dossier des taxes, c'est plus lent, mais il y a eu là aussi beaucoup de progrès. Alors, oui, il y a eu beaucoup de changements et il y a eu surtout des changements dans des pays où avant, il ne se faisait rien du tout. Hein? Et c'est vraiment un peu ça l'impact d'un traité, c'est que là,
En particulier, lorsque, par exemple, le ministère de la Santé demande au ministère de la Justice de rédiger un projet de loi concernant le tabagisme, la Convention-cadre est là comme référence tout de suite. Alors, on n'a pas besoin de se poser des 36 questions à propos de ce qu'il faut mettre dedans. C'est déjà donné par le traité. Et donc, il y a plusieurs pays comme ça qui ont adopté des lois assez bien faites. Ouais. Alors, parlons à présent de la transparence des participants aux différentes COP. Il y a aussi là un problème. L'industrie du tabac infiltre le réseau également. Comment est-ce que vous faites face à tout ça? Ça, c'est un réel problème qui est assez effectif. Oui, bien ça, c'est une lutte qui risque de continuer pendant longtemps. C'est certain qu'à partir du moment où il y a des intérêts commerciaux en jeu, ils font leur possible pour rentrer. Hein? Et donc, il y a plusieurs façons de rentrer. Une façon la plus évidente, peut-être, c'est dans le cas des pays qui ont encore des sociétés d'État pour gérer le tabac. Parfois, ces sociétés-là vont tenter d'avoir leur propre délégué sur la délégation officielle. Bon, ça, c'est beaucoup réduit au fil des ans. Maintenant, ce qui arrive plus souvent, c'est un peu des contacts. Alors c'est arrivé par exemple dans plusieurs cas. Le ministère de la Santé nomme sa délégation pour le pays. Et à la dernière minute, il y a un fonctionnaire qui arrive du ministère du Commerce qui dit « Moi aussi, je vais y aller ». Sauf que cette personne-là peut parfois avoir déjà des contacts avec l'industrie du tabac et défend plus le point de vue de l'industrie que le point de vue de l'État. Et ça, face à ça, bon, évidemment, il n'y a que la vigilance qui peut servir. Il faut se demander d'où vient le mandat. Est-ce que ce que la personne dit après respecte vraiment la politique de l'État? Et donc, ça prend tout un travail aussi d'assurer la cohérence au sein d'une délégation nationale. Mais on a vu un peu à la dernière COP, à la COP 7, une stratégie de l'industrie qui était peut-être un peu nouvelle, c'est-à-dire de tenter, pas vraiment de faire adopter une décision en particulier, mais de ralentir le processus, hein, avec des objections un peu sur des questions de procédure, par exemple. Hein. Et là, évidemment, on ne sait pas si ça va être la même chose là au mois d'octobre, mais on essaie de se préparer pour ça. Mais face à ce problème majeur, c'est quoi la stratégie mondiale pour faire face réellement Oui, alors merci de soulever ce point-là. Donc, ça, c'est un peu le grand enjeu de la COP 8, donc, qui va se tenir au mois d'octobre. C'est qu'il y a eu donc un groupe de travail, c'est donc un groupe de partis qui a été mandaté par la COP 7 pour revenir ici à la COP 8 avec une stratégie pour la mise en œuvre de la Convention. Alors, c'est devenu la stratégie mondiale pour l'accélération de la mise en œuvre de la CLAT, qui devrait être adoptée. Et l'idée un peu, c'est oui, c'est bien d'avoir un traité avec toutes sortes d'obligations, mais il faut savoir dans quel ordre on procède. Hein? Et il faut aussi agir plus rapidement. Alors, parler un peu du dossier du sous-financement et dire aux bailleurs de fonds potentiels, écoutez, voilà pourquoi ça vaut la peine d'investir dans la mise en œuvre de ce traité-là. Si vous investissez là-dedans, on va commencer par ça, on va continuer par ça, ça et ça, et pas avoir 36 priorités, mais avoir 3, 4, 5, hein, et de pouvoir dire aussi que c'est relié à un impact sur la santé. Alors, on a déjà, au niveau mondial depuis 2014, un objectif de réduction de la prévalence du tabagisme. Okay? Donc, c'est un objectif ambitieux de réduction de 30% d'ici 2025. 2025, c'est presque demain. Hein? Et donc, là, la stratégie mondiale, c'est comment on fait ça. Hein? Et donc, j'espère beaucoup que ça sera adapté tel quel à la COP 8 et que ça va un peu réorienter les travaux, qu'on va parler plus directement des problèmes qu'il y a au niveau national pour la mise en œuvre. Et aussi que les bailleurs de fonds du côté public prennent un peu leurs responsabilités. Parce que si on regarde au niveau international comment ça se passe depuis l'entrée en vigueur de la CLAT, les fonds internationaux dans le domaine proviennent non pas d'États, mais de fondations, hein, comme la Fondation Gates, comme la Fondation Bloomberg. Okay? Évidemment, on apprécie beaucoup ce financement-là, mais eux, ils n'ont pas la responsabilité des États. C'est-à-dire que les États ont une responsabilité commune
Hein. Ce n'est pas juste chaque État qui est responsable par rapport à sa propre population. Il y a un traité mondial parce que c'est une responsabilité mondiale. Et là, évidemment, les États qui ont plus ont la responsabilité aussi de financer la mise en œuvre de ces choses-là. Vous êtes basé au Canada. C'est quoi l'état des lieux au Canada par rapport à cette lutte-là aussi? Et où est-ce que vous en êtes rendu? Ben, écoutez, alors en termes sanitaires, nous, on a eu l'épidémie de tabagisme bien avant, donc c'est certain que si on regarde les hôpitaux, c'est tout plein de fumeurs. Hein? Donc l'impact sanitaire est encore avec nous et très important. Et la mortalité a juste commencé à diminuer il y a quelques années, mais ça commence à diminuer. Par contre, en termes de politique publique, je pense que ça va relativement bien. C'est assez certain que, par exemple, il n'y a aucun politicien chez nous qui va s'afficher avec un dirigeant de l'industrie du tabac. Hein? C'est pas une interdiction complète de la publicité, mais dans les faits, on voit à peu près pas de publicité. Dans les points de vente, par exemple, on n'a pas le droit de montrer les produits du tabac. On les a dans des tiroirs. Les prix pourraient être plus élevés, mais quand même, il y a une politique fiscale assez sensée. Alors, je dirais qu'en général, ça va relativement bien en termes de politique. Il reste que ce qu'on constate chez nous comme ailleurs, c'est que les fumeurs qui restent sont concentrés dans les populations marginalisées. Alors, par exemple, les Autochtones chez nous, qui, pour toutes sortes de raisons historiques, se retrouvent dans une situation économique souvent assez fragile, ont des taux de tabagisme plus élevés, beaucoup plus élevés que le reste de la population. Alors ça finit par augmenter les inégalités sociales. Alors il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a une nouvelle stratégie fédérale qui vient de sortir. Alors j'ai espoir que ça va recommencer à diminuer le taux de tabagisme et en particulier, donc, on se penche sur le dossier des Autochtones. Merci Francis Thompson, directeur de l'Alliance pour la Convention cadre de lutte anti-tabac. Ravi de vous avoir eu une seconde fois sur Sika Télévision pour parler justement des enjeux de la COP sur la lutte anti-tabac, oui, dans nos différents pays. Merci vraiment et à bientôt. Merci à vous. C'est la fin de votre émission. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.